Avant toute chose, il y a de fortes chances que le tournage de cette vidéo se fasse en plusieurs parties. Donc il y a des chances que vous ayez une luminosité encore pire que d'habitude parce que je fais comme je peux. Mais surtout, avant de commencer la vidéo, je tiens à faire 3 précisions. Premièrement, si vous connaissez l'univers de Project Moon, la première partie de cette vidéo ne vous servira strictement à rien et ne vous apprendra rien parce que elle fera office de mini encyclopédie pour les novices. Comme ça, ils peuvent regarder la vidéo sans être perdus. Vous pouvez donc sauter au chapitre suivant. Deuxièmement, je ne rentrerai en aucun cas dans les détails des descriptions et je ne développerai pas énormément ces dernières, pour la simple et bonne raison que ça rendrait la vidéo trop indigeste et trop incompréhensible. Project Moon, c'est un lore qui déjà est complexe, qui est très dense et qui en plus de ça, il y a des incohérences dedans. Si vous voulez un exemple tout bête, ce qu'on appelle des abnormalités, la plupart du temps ça provient des êtres humains, mais il y en a aussi qui peuvent provenir du monde extérieur ou de ailleurs. Pour cette raison, moi, quand je ferai la description, je garderai juste les abnormalités, c'est majoritairement des êtres humains, parce que c'est plus facile à comprendre. Et enfin, il s'agit d'une vidéo sur Limbus Company, donc c'est pas la peine d'espérer avoir l'histoire de Library of Ruina, l'histoire de Distortion Detective, de Léviathan, ou même de Lobotomy Corporation. Ça servira seulement de toile de fond pour mieux comprendre Limbus. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, ça sera pas ici, quoi. Comprendre l'histoire de Limbus Company, c'est pas particulièrement compliqué. À partir du moment où vous savez lire l'anglais, tout est à votre portée. Bien comprendre l'univers de Limbus Company, par contre, c'est bien plus dur, étant donné que c'est la 5e création ancrée dans le multivers de Project Moon. Avant, il y avait 2 jeux, Lobotomy Corporation et Library of Ruina, ainsi que 2 histoires, Léviathan et Distortion Detective. Il y a aussi Wonderlab, mais bon, c'est juste plus dans le canon. Le truc avec Limbus, c'est que même si l'histoire est compréhensible, tout prend place dans un univers qui est en constante expansion et qui passe son temps à toujours être un peu plus développé. Pour cette raison, je vais donc faire une mini encyclopédie, et c'est toute l'intro de la vidéo, où je vais vous expliquer, vous donner les termes importants pour bien comprendre Limbus Company. Comme ça, vous pourrez correctement apprécier votre visionnage. Et on va commencer avec elle. Cette demoiselle, c'est Carmen, on l'aperçoit que très peu dans Limbus, une seule fois pour l'instant, et pourtant c'est le personnage le plus important de tout le lore. On va revenir un peu après sur elle, mais sachez qu'elle est à l'origine de tous les événements qu'on va suivre à travers du jeu, et à travers même des jeux en général. On peut commencer avec le tout premier jeu du studio, Lobotomy Corporation. Là on va parler de grosses bébêtes, mais pour bien comprendre, on va parler un petit peu du jeu en lui-même et de ce qu'on va devoir y faire. La Lobotomy Corporation, je sais le logo et le nom ça donne vraiment envie d'y bosser, c'est une entreprise qui produit et vend de l'énergie. Cette énergie, qui ressemble à du jus de WhatsApp, s'appelle l'encéphaline. L'encéphaline, c'est récolté sur des abnormalités. Des abnormalités, c'est des bestioles qui peuvent avoir toute forme. Objets, personnes, animaux, concepts, journal d'un prisonnier. Vous l'aurez compris, une des inspirations principales de la Lobotomy Corporation, c'est bien évidemment les SCP. La manière dont on transforme les gens en abnormalités, par contre, c'est pas la plus morale, elle est encore une fois reliée à Carmen. Toujours elle. Et bon, ça vous allez l'entendre beaucoup dans la vidéo, mais bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Je devrais limite mettre un compteur. Les abnormalités ont un système de classification. Chacune se voit attribuer un niveau de risque. Le risque, ça englobe leur production en encéphaline, leur niveau de force et de dangerosité, mais aussi la difficulté que c'est de les confiner gentiment dans leurs cellules. Parce que ouais, des fois elles sortent et c'est pas top. Du moins au plus dangereux, ça donne Zayin, Tess, He, Wow et Aleph. Les abnormalités, outre l'énergie, ça permet aussi de créer un truc qui s'appelle l'Ego Gear. Les Ego Gear, c'est des équipements, des armes, des armures, mais surtout l'Ego Gear, ça a un gros souci, c'est que ça essaie constamment de te parler, ça te parle constamment, mais ça essaie surtout de prendre le dessus sur toi. Donc évidemment, ça te rend très fort, mais ça reste risqué d'en utiliser. Et plus il est fort, plus c'est risqué de l'utiliser. Si ton Ego Gear prend le dessus, il se passe ce qui s'appelle une corrosion, et là, basiquement, l'abnormalité te contrôle. C'est mal barré pour toi. Si vous préférez une approche un petit peu plus safe, si une abnormalité vous apprécie, elle va vous donner un petit truc qui s'appelle un Ego Gift, et basiquement ça vous renforce juste, sans les contreparties qui vont avec. Ça vous parle pas, ça essaie pas de vous corrompre, c'est juste un cadeau. Maintenant que vous connaissez un peu mieux nos chères bébêtes, c'est le moment de nous intéresser à ce qui se passe en dehors des locaux. Là c'est un peu plus compliqué et surtout plus dense, donc prenez des pauses pour lire si besoin. Lobotomy Corporation, il produisait de l'énergie, et surtout il revendait cette énergie au travers de la cité. La cité, on va définir ce que c'est. Le terme cité, c'est pas le mieux choisi parce que niveau taille, on n'est pas sur Paris, on n'est pas sur la France non plus, c'est encore plus gros que ça. La cité, c'est un quasi-continent. Ce gros bloc est divisé en 26 parties allant de A à Y, et la dernière partie, le Z, on sait pas où elle est. Un district est dirigé par une entreprise. Une entreprise s'appelle une wing, donc une aile. Si vous vivez dans un quartier qui est sous la juridiction directe de l'aile, vous êtes dans ce qui s'appelle un nest, donc un nid. Et vous êtes aussi ce qu'on appelle une feather, une plume.
servez à composer l'aile. C'est pas trop dur à comprendre, mais il faut le savoir. Si vous vivez en dehors du nest, vous êtes dans les backstreets et là, vous êtes dans un ghetto. Chaque wing a un domaine d'expertise et fonctionne grâce à une singularité. C'est basiquement un outil technologique ou biologique qui permet à l'entreprise de proposer ses services, qu'ils soient médicaux, sécuritaires ou agroalimentaires. Ça peut être n'importe quoi. Il est possible qu'une wing s'écroule et fasse faillite, auquel cas personne n'est très content, la zone prend très cher jusqu'à ce qu'une nouvelle wing la remplace. C'est automatique. Et avant de poursuivre, je pense que vous en doutez, le lore et le fonctionnement de ce monde, c'est une dystopie ultra-capitaliste. On parle de villes où on vole l'espérance de vie aux gens, où l'argent règne sur absolument tout, où un citoyen des backstreets est une ressource, et en fonction de la ville, tu choisis ta peine, mais tu seras jamais tranquille si t'es pauvre. Chez la T-Corp, par exemple, il n'y a pas de couleur, sauf si tu peux te les payer. Et aussi, tu perçois des journées comme si elles faisaient 4 heures seulement, le reste de ton temps est volé, et si t'es riche, t'as des journées, elles font 36 heures, donc tu peux faire beaucoup plus de trucs. Dans la H-Corp, si t'as pas assez d'argent, littéralement ta maison rétrécit toute seule et te peut même te jeter dehors. Oui, même si tu vis à 50 mètres de hauteur, donc tu t'écrases par terre et tu meurs. Si vous êtes dans les backstreets, ne sortez pas la nuit. À partir de 4h du matin, il y a une vague de plusieurs milliers d'humains modifiés qui sont appelés les sweepers, qui nettoient tout. Les humains aussi. Donc restez chez vous et rêvez pas, il n'y a aucun moyen de survie face à eux, sauf si vous êtes surpuissant, et il n'y a pas grand monde qu'à ce niveau-là dans le jeu. En bref, oui, être pauvre dans le monde de Project Moon, c'est pire qu'être pauvre dans la France de Macron. La seule instance à peu près gouvernementale dans l'histoire, et encore ça reste des entreprises, c'est les 3 premiers syndicats, enfin les 3 premières wings, A, B et C. A, c'est The Head, la tête, donc ceux qui décident absolument tout. B, c'est The Eyes, les yeux, ceux qui voient absolument tout. Et C, c'est The Claws, les griffes, ceux qui viennent toquer à votre porte. Des huissiers, un peu plus sévères. C'est déjà sévère un huissier. Ce qui peut être un souci qui fait que les Claws viennent toquer à ta porte, c'est briser un tabou. Il y a des tabous propres à chaque district et des tabous qui sont propres à la cité. Par exemple, interdiction de créer une IA dite humaine. Interdiction de ramener les morts à la vie. Sinon, on toque chez vous. Oui, et c'est là où on commence à voir les premières incohérences, c'est que dans le jeu, ramener des gens à la vie, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et il n'y a jamais eu de problème. Cherchez pas, il y a des trous dans la narration, je sais qu'il y a des théories vis-à-vis de ça, genre notamment le fait qu'ils disent « Oui, mais c'est pas ramené à la vie, le personnage remonte juste un peu le temps des personnages qui sont morts, donc c'est pas ramené à la vie, c'est dans le passé... » Bref, vous savez, il y a 15 000 théories, 15 000 justifications au truc, mais ça reste bizarre. Si vous brisez un tabou, The Head envoie un arbitre et les membres de The Claw, et peu importe votre force, si vous êtes face à un arbitre, vous êtes complètement mort. On est à peu de choses près sur les êtres les plus forts de l'histoire, donc c'est un peu dur. Il y a quand même un monde autour de la cité, ce monde s'appelle les Outskirts. On n'en sait quasiment rien à leur sujet, mais on sait surtout que ramener un truc des Outskirts, c'est un tabou, faut pas le faire. Et aussi, vivre là-bas, c'est pire que vivre dans la cité, et déjà la cité, j'ai pas envie d'y vivre, donc bon, j'imagine pas. Mais surtout, la cité, elle vient pas de nulle part non plus. La cité, elle a été bâtie sur ce qui s'appelle les ruines. On sait pas encore grand-chose à leur sujet, mais les ruines semblent proches des rivières légendaires qui sont elles-mêmes liées à la mer des possibilités. Et on en revient à Carmen, elle a utilisé ce pouvoir pour les abnormalités, c'est vous dire ce que ça peut faire. Et oui, des rivières liées à la mer des possibles, c'est en partie ce qui donne les abnormalités. En tout cas, la mer des possibles donne ça. Liez ce qui reste de Carmen à tout ça, et vous avez le cogito. C'est comme ça qu'on crée la majorité des abnormalités dans Lobotomy Corporation. Et pourtant, malgré toutes leurs capacités, les rivières, c'est un truc dont la plupart des gens n'ont même pas connaissance. On n'est même pas au courant de leur existence, c'est vraiment un truc légendaire. Il y a vraiment juste une poignée de personnes qui savent où elles sont, et vraiment, même avec ça... Il n'y a pas grand monde qui y va, c'est à l'air assez dur d'accès quand même. Et si vous êtes assez malin, mais même avec ça, je doute que vous l'ayez réalisé parce que je vous inonde d'informations, vous avez peut-être réalisé quelque chose. Des fleuves au pouvoir incroyable, le fait qu'on est dans un monde dystopique, la surprésence du Hell qui se prononce Hell en anglais, ouais, le monde de Project Moon c'est l'enfer. Et l'objectif de Carmen c'était de changer ce monde. Bon, elle a réussi, pas comme elle voulait. Je sais que c'est lourd, mais on n'a toujours pas fini. Maintenant on va sur le concept des fixers. Les fixers c'est juste des mercenaires. Et en fonction de ton grade de fixer, t'es plus ou moins stylé. Si t'es grade 9, tu pues. Si t'es grade 1, t'es cool. Et il y a un grade encore au-dessus. Si t'es vraiment chaud, tu peux atteindre le grade de couleur, et autant le dire, si t'es une couleur, t'es une légende vivante. Et en principe, il n'y a pas grand monde qui va t'embrouiller. Mais bon, tu peux quand même perdre, les arbitres, ils sont clairement plus forts que toi pour la plupart, et il y a des trucs bien plus dangereux que toi qui existent de toute façon dans ce monde. Vous avez aussi le truc des workshops, les workshops, c'est ceux qui créent des artefacts, la plupart du temps, ils créent des armes. Il fallait que je vous dise ce que c'est, mais voilà. Que serait une cité sans syndicat du crime? Surtout dans un monde comme celui-ci. Vous avez les citoyens, les fixers qui sont quand même si c'est des mercenaires, ils sont réglementés, donc ils sont enregistrés, il y a quand même une forme de justice vis-à-vis de ça. Tu fais pas ce que tu veux quand t'es fixeur. Puis ensuite, vous avez donc les syndicats du crime.
les Singers, 5 grands syndicats du crime, et eux je vais prendre à peine plus de temps parce qu'ils sont importants dans l'imbus. Le Thumb est une critique du système militaire et des mafias italiennes. Obsédé par l'ordre, la hiérarchie, parle sans autorisation, on te coupe la langue. L'index est une secte, si on t'envoie un précepte, tu n'as pas d'autre choix que le suivre. Ça peut être tuer quelqu'un ou faire des pompes. Au hasard. Le middle est inspiré des cartels, une grande famille où on compte sur sa force, la moindre personne extérieure qui leur fait le moindre affront, c'est la mort assurée. Le ring est un groupe d'obsédés d'art, sauf que l'art ça peut très bien être quelqu'un en train de se faire déchiqueter vivant. C'est même majoritairement ça. Et enfin, le Pinky, c'est une société ultra secrète, les membres se connaissent pas entre eux et infiltrent tous les spots de la cité. Fixers, syndicats du crime, entreprises, wings, et j'en passe. Maintenant que vous avez le fonctionnement de la cité dans les très grandes lignes, je vais pas vous expliquer comment fonctionne chaque corp, parce que c'est vraiment dur, puis vous le verrez en jeu pour la plupart du temps pour celles qui sont utiles. Il faut que je vous explique à quel point tout ça, c'est instable. Surcriminalité, nombre de morts par jour exceptionnel, désastre en tout genre, nombre d'inégalités, mais juste faramineux, aucun droit humain, bref, c'est l'enfer, et en plus... c'est même pas stable. Bah oui, on est dans une dystopie ultra-capitaliste. Ce qui compte, c'est le profit. Il y a donc des complots, voire des guerres entre Wings. La plus célèbre et récente, c'est la Smoke War, qui a été causée par des membres de la Lobotomy Corporation, quand je vous dis que c'est toujours lié à Carmen. La Smoke War, vu la description qu'on en fait, ça a l'air d'être une guerre mondiale, très clairement. Enfin, pour nous, ça serait ça. Et franchement, vu ce que les personnages de Nimbus en disent... pas envie de le vivre non plus. Mais c'est pas le seul problème récent qu'on rencontre dans ce monde. On va encore parler un petit peu de Carmen. C'est toujours elle, je vous dis. Vous connaissez sans doute cette phrase du Joker. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une mauvaise journée. La distorsion, c'est un peu ça. Vous vous en doutez, mais vu l'univers, tout le monde est à cran. Carmen, après sa mort/non-mort, c'est compliqué, elle a trouvé un moyen de jouer là-dessus. Quand vous êtes au fond du gouffre, il y a une petite voix qui va résonner dans votre oreille. Cette petite voix, c'est Carmen. Elle va vous proposer un truc très simple. Est-ce que tu veux révéler ce que tu es vraiment ? Est-ce que tu veux changer le monde à ton image ? C'est une voix qui se veut très chaleureuse, hein. C'est fait pour te tromper comme truc. Hein. Si vous l'écoutez, vous entrez en distorsion. La distorsion, c'est se transformer en monstre, ni plus ni moins. Carmen, son objectif, c'est de faire ça avec tout le monde. Cependant, vous pouvez très bien refuser l'offre. Et ce qui se passe à ce moment, ça s'appelle l'efflorescence de votre ego. Pas les armes de lobotomie, hein. Un truc propre à vous, votre éveil. Ça vous rend surpuissant, on en voit que très peu dans l'histoire, mais à chaque fois, autant le dire, c'est vraiment pas un combat facile. Les distorsions, c'est le dernier truc qui est vraiment galère et qui est vraiment horrible dans la cité, hein. C'est vraiment dangereux. Le cas du pianiste, c'est un district complet qui a failli disparaître. Celui de l'enfant en pleurs, 300 000 morts. Tout ça, seulement grâce à Carmen. Hein. Ça, c'est tous les dangers qu'on doit braver pour survivre dans ce monde. Bon, il y a aussi les Peccatulum, mais sincèrement, tout le monde se fout des Peccatulum. C'est des petits monstres que tu vas... En gros, tu vois, c'est un monstre qu'ils vont mettre dans chaque niveau et dans chaque monde pour faire du remplissage, donc on s'en fout. Bref, maintenant que vous savez où on met les pieds, après cette introduction bien trop longue, on peut enfin parler de l'Imbus Company. Les autres termes importants vont venir en cours de route. Vous vous réveillez. Dante se réveille. Et autant le dire, vous êtes dans un flou exceptionnel. Vous avez perdu la mémoire, on a remplacé votre tête par une horloge, il y a 3 personnes que vous connaissez pas et qu'on a toujours pas revues dans le jeu qui vous veulent et vous savez même pas pourquoi. Encore aujourd'hui, on est paumé vis-à-vis de l'intro. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos assaillants, ils maîtrisent le Shin et le Mang, et ça on y reviendra après parce que Project Moon a un peu trop de systèmes de pouvoir différents. Arrivent donc 12 personnes qui disent d'être vos coéquipiers, les Sinners. Ils vous promettent de vous aider et ils se font massacrer. Ils ont promis de vous aider, hein. Pas de gagner. Bref, Vergilius nous aide et on embarque à bord de Mephistopheles, le bus de la Nimbus Company. Et on nous présente les Sinners un à un comme dans Next. Et littéralement, hein. Faust a 24 ans, elle a peur du noir, elle est insupportable et elle parle d'elle à la 3e personne. Il y a vraiment écrit insupportable, hein, vraiment dans sa fiche de personnage de présentation sur le site officiel, il y a écrit insupportable. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le sujet, vous savez déjà que les Sinners sont tous, sans exception, inspirés d'un roman. Mais bon, comme je suis sympa, je vous fais un petit résumé en 2 spies. Yi-Sang, c'est les ailes de Yi-Sang, Faust, c'est Faust de Goethe, Don Quichotte, c'est Don Quichotte de Cervantes, Ryoshu, les figures infernales d'Akutagawa, Meursault, l'étranger de Camus, Onglou, le rêve dans le pavillon rouge de Kao Tsuechin, Heathcliff, c'est Wuthering Heights de Brontë, Ishmael, c'est Moby Dick de Melville, Rodion, Crime et châtiment de Dostoïevski, Dante, l'enfer de Dante, c'est nous, Sinclair, Demian de Hermann Hesse, Outis, l'Iliade et l'Odyssée de Homère, et enfin Grégor, la métamorphose de Kafka. Tout ce beau monde est guidé par Vergilius dans un bus qui est conduit par Charon. Si vous aviez pas compris qu'on était en enfer, je pense que c'est le moment. De toute façon, la chanson d'introduction du jeu s'appelle In Hell We Lament. En enfer, nous nous lamentons. Et littéralement, franchement, il y a pas moins subtil. Notre objectif, c'est de chercher les rameaux d'or, et ça, j'ai fait un short dessus. Mais le Rameau d'Or, c'est un livre de James George Fraser qui est une étude théologique et anthropomorphique. C'est divisé en 12 parties, tiens, il y a 12 personnages, et basiquement, j'ai fait une théorie comme quoi chaque partie du livre est reliée à un des personnages durant son chapitre.
et pour l'instant, ça se vérifie. Limbus Company, c'est un jeu qui est brillant lorsqu'il s'agit de l'écriture de ses personnages. C'est bourré de références, ça sait très bien utiliser le produit d'origine, donc les livres d'où proviennent les personnages, mais ça vient avec un gros souci. C'est qu'une fois que vous enlevez le focus du chapitre pour avoir une vision globale de la chose, il y a des incohérences. Sincèrement, la raison qu'il y ait autant d'incohérences à mes yeux, c'est parce que les auteurs veulent vraiment rendre l'histoire intéressante et respecter l'esprit du matériel d'origine plus que rendre le monde globalement cohérent. Et avant de continuer, je vais souligner quelques petits problèmes, comme ça vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire. Le fait même que Dante fasse revenir à la vie des Sinners alors que c'est un tabou majeur de la cité, c'est un problème. Normalement, on devrait se faire annihiler dès le début, hein. Peut-être que la mystérieuse Limbus Company a payé monnaie sonnante à The Head pour que ça passe ou que notre procédé compte pas comme ramener quelqu'un à la vie, mais ça reste bizarre. Deuxièmement, dans le chapitre d'Ishmael, d'ailleurs un chapitre s'appelle un canto, en référence au chant de Dante dans la Divine Comédie, bref, dans son canto, on vous introduit les 5 grandes calamités des mers. Dangereuses, puissantes, agressives, et ce mec-là qui s'appelle l'Indigo Elder, qui est totalement le vieux du vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, c'est un color fixeur qui en tue déjà 2 à lui seul. La question vient donc, pourquoi si une seule personne, même si c'est un expert, suffit à les flinguer, ça a pris autant de temps avant de les chasser. Les Bloodfiends, aka les vampires du Verse, c'est super dangereux. Le dernier cas qu'il y a eu dans la cité, on a mis tout le monde sur le coup parce qu'il fallait absolument le tuer avant que ça flingue tout le monde. C'était une menace pour la ville, hein, vraiment. Dans le canto 7, c'est pas un Bloodfiend, c'est une colonie entière et on envoie un groupe archi réduit pour en venir à bout. Et donc potentiellement leur donner des ressources. Voilà. Sans parler du fait que dans Distortion Detective, Mose nous dit que les Bloodfiends, c'est des distorsions. Mais en fait, oui et non, hein, on peut se distordre dans Bloodfiends, mais à la base, c'est une race, hein, c'est d'autres personnages, ça a rien à voir, hein. On nous le dit dans Limbus. Déjà ça c'est juste un retcon, mais surtout c'est ça le gros problème avec Project Moon. Trop de règles, trop de codification, ce qui fait que chaque règle a des exceptions, donc toutes les règles sont valides jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Donc vous préoccupez pas des règles. Genre, pas du tout. Bref, c'est le moment de nous intéresser au canto et au chapitre, à leur contenu en somme, car comme dit, ce qui est le plus intéressant dans Limbus, plus que l'univers et le lore au global, c'est bien l'histoire qu'on suit. Et ça pour le coup, c'est pour la suite du tournage parce que le jour est en train de se coucher. A tout de suite. Le début de Limbus vit et subit ce que j'aime à appeler le syndrome de l'œuvre à arc narratif en focus. Ce problème survient à chaque fois qu'une œuvre a un fonctionnement narratif très précis, c'est-à-dire se focus sur un des personnages, s'intéresser en principal à lui, et cet arc narratif sera là pour développer ce personnage. Ensuite, il y aura un peu de développement par la suite, mais rien de vraiment centré sur lui. Littéralement, arc narratif 1 se focalise sur personnage 1, arc narratif 2 sur personnage 2. Pas plus compliqué que ça. Et c'est quoi le problème de ce fonctionnement narratif? C'est que les premiers personnages sont sacrifiés à cause de l'introduction. En fait, beaucoup de ce qui normalement sert à introduire le personnage et le développer sera utilisé pour introduire et développer le monde et l'histoire. Et comme ces informations-là sont primordiales, on finit par oublier un peu le personnage qui, comme il a déjà eu son arc narratif, finira par être moins développé que les autres. Donc c'est un sacrifié, ni plus ni moins. Et ça c'est un gros problème sur le début de Limbus. Pour faire simple, le jeu est divisé en saisons. En général, une saison égale un canto, donc un chapitre de personnage. Sauf la première saison. Bah oui, c'est le début du jeu, donc il fallait qu'il y ait plus de contenu. Donc la première saison, c'est pas un, mais bien 3 cantos. La contrepartie, cependant, c'est que ces 3 cantos sont plus courts et passent plus de temps à développer le monde que les personnages. Pour autant, il n'en reste pas moins important, voire cruciaux pour l'univers et le jeu. Plongeons-nous donc dans le premier canto, celui de Grégor. Grégor, c'est le dernier Sinner de la liste, le 13e. Et surtout, le personnage, il y a un gros comic relief dessus, c'est que c'est toujours celui qui est laissé pour compte, l'oublié de la liste. Tout vient de son nom, l'Outcast. Enfin, le nom de son chapitre, c'est ça, le laissé pour compte, le pestiféré. Et quand on sait le nom de l'arme de Grégor, c'est encore plus flagrant. C'est Ungenziefer, aka la vermine en allemand. Grégor, c'est un vétéran haut gradé de la Smoke War. Lui, il était de la G-Corp, et c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fils de Herman, l'ancienne dirigeante du district. Et ça, enfin surtout Herman, on va y revenir assez vite. Pour la faire courte, de ce que j'ai compris, la G-Corp c'est plutôt le camp des perdants de la Smoke War. Et Grégor, il en garde des traumatismes physiques et psychologiques vraiment très sévères. Notamment ne serait-ce que son bras d'insecte. Parce que oui, pour augmenter les humains, la G-Corp, elle mélangeait un petit peu leur gène, enfin elle faisait des expériences pour en faire des insectes, quoi. Parce que les insectes, on le sait tous, c'est assez résistant et assez fort. Grégor, c'est un personnage qui affiche bien plus de choses qu'il n'en dit. Retour à la vie civile quasiment impossible, sévère dépression, sa mère qui l'abandonne, mais aussi plein d'autres détails. La guerre le suit partout. Il a été utilisé comme une arme et jeté quand on avait plus besoin de lui. Comme je l'ai dit plus tôt, le nom de l'arme de Grégor c'est Ungenziefer, la vermine. Tous les Sinners ont un nom sur leur arme. Heathcliff, c'est plus flagrant, vous le voyez tout le temps, il y a écrit un gros Revenge dessus. Sauf que Grégor, c'est le seul qui n'a pas écrit ce nom et le nom de son arme sur son arme.
Il l'a écrit sur son bras valide. Le message est clair, hein. Le personnage est une arme, c'est un objet sans âme, ni plus ni moins. Mais plus encore, moi je pense que c'est une référence directe à Franz Kafka. J'avais vu passer ça sur Reddit et ça me paraît assez pertinent. J'ai pas réussi à retrouver la source pour l'instant. Comme dit, la Smoke War, elle est librement inspirée des guerres mondiales. Et les origines de Kafka, vous voyez l'image. Maintenant vous faites potentiellement le rapprochement avec le fait de se tatouer le bras, d'être considéré comme une vermine. Vous avez saisi l'idée. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il y a énormément de détails dans l'imbus, bah c'est ces trucs-là. Si tu les remarques pas, et ben ça te passe totalement à côté. C'est super référencé, il y a plein de petites codifications et de petits trucs dans un coin, et une fois que tu les remarques, tu réalises que tout fait sens. Mais le point le plus important du canto, c'est bien la fin avec le retour de Herman. Elle a rejoint la N-Corp, et je vais être honnête, la N-Corp, il y a des chances que ça soit nos plus gros ennemis dans le jeu. Et c'est aussi très clairement une référence à l'Allemagne des années 30. Il y a trop de trucs qui sont liés à la N-Corp qui reviennent. Meursault, il y a travaillé, littéralement. Déjà, il s'en cache pas, mais surtout, bah, vous voyez que sur son habit de travail, il y a le logo de la N-Corp. Sinclair, il voit son lieu de naissance qui se fait attaquer et massacrer par des fanatiques inquisiteurs de la N-Corp, appelée la secte Naganen-Hammer. Et sachant que Faust, c'est un théâtre allemand, je serais pas étonné qu'elle soit liée à la N-Corp, elle aussi. Ça, et surtout, la N-Corp, leur objectif, c'est le même que le nôtre. Ils veulent récupérer des rameaux d'or. Chacun de leurs membres, c'est un ennemi ou une ancienne connaissance d'un des Sinners. Et sincèrement, à la fin, je serais même pas étonné qu'on ait un 12 contre 12. En bref, on vous introduit des gens vraiment super sympas. Comme dit précédemment, le canto de Grégor, il souffre énormément d'être l'introduction du jeu. Mais même avec ça, ça n'en reste pas moins un canto qui est particulièrement intéressant, qui introduit beaucoup de choses qui vont être importantes pour la suite. Et donc, même si Grégor, c'est un personnage qui n'est pas le plus développé, c'est un personnage qui parle de thèmes super importants. Et surtout de choses qui vont être très importantes pour la suite du récit. Il y a beaucoup de choses avec Grégor qui sont montrées mais qui ne sont pas explicitement racontées. Vous vous en doutez, une grande partie de son histoire et de son narratif, c'est celui du vétéran qui n'a jamais vraiment quitté le champ de bataille. La scène où son bras d'insecte attaque quelqu'un, c'est la métaphore d'un soldat qui a des syndromes de stress post-traumatique et qui n'arrive pas à revenir à la vie civile. Et pourtant, uniquement décrire Grégor comme un vétéran de la guerre, c'est assez réducteur. Déjà, il représente ça, mais il représente aussi la chair à canon, les soldats envoyés sur le front pour disparaître, les objets de la guerre, ni plus ni moins. Grégor, en plus de ça, c'est un personnage qui est enfermé par sa culpabilité et par son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à sauver ses hommes. C'est quelqu'un qui, pour une fois, aimerait réussir à sauver les autres. Vous savez que la vidéo spoil, vous vous en doutez, Grégor c'est un des rares Sinners à ne pas avoir de solution ou de résolution à la fin de son canto. Bah oui, on quitte jamais vraiment la guerre et la source principale de son problème, c'est Herman, qu'on va sans doute pas affronter avant la fin du jeu. Et d'un autre côté, c'est une fin qui ne me dérange pas tant que ça. Il n'y a pas vraiment de solution à son problème. Il y a seulement des cicatrices qui vont rester toute la vie et qui vont peut-être être un peu moins douloureuses avec le temps. Et ça, peu importe ce qu'on va faire. Que notre famille nous abandonne, qu'on ait des amis ou pas, qu'on soit traité comme moins qu'un humain, il y a que le temps qui peut faire son affaire. Mais même outre ça, c'est un canto qui fait quand même évoluer et qui fait réfléchir le personnage, qui le fait avancer. Contrairement au canto 2. Soyons honnêtes, le canto 2 c'est aisément le canto le moins bon de tout le jeu et il risque de le rester. La raison elle est simple, il fait exactement ce que faisait le canto 1, mais en moins bien. Et maintenant que l'introduction de base est faite, ça aide pas. On a vraiment l'impression de se bouffer trop de développement et d'explications, mais bien évidemment, rien pour Rodion qui est le personnage du canto. Sincèrement, il y a des mini-histoires qui développent mieux Rodion que son propre canto. Ça, c'est déjà triste, mais le perso, c'est sans doute un des Sinners les moins intéressants, en partie à cause de ça. Ça veut pas dire pour autant que tout est à jeter vis-à-vis de Rodion ou de son canto, ça veut juste dire que, c'est le moins bon. Le canto a le mérite d'apporter des choses, mais c'est vraiment que son placement, à place de numéro 2 dans le récit pour introduire des trucs, sachant que le canto 1 l'a déjà fait, c'est une plaie. T'as l'impression qu'il fait surtout office de chapitre de transition entre l'introduction du jeu et le canto 3 qui était le final de la saison 1, donc tu sais pas vraiment sur quel pied danser. C'est un chapitre qui a trop de choses à faire et qui donc va les faire de manière superficielle à chaque fois. Il fait et bien et mal son travail. Avant de plus entrer dans les détails du canto, il me paraît assez important de souligner ce qu'il fait de bien. Là où le premier canto commençait à dessiner une dynamique de groupe, le deuxième réussit à la confirmer et nous faire comprendre un peu mieux comment fonctionnent les personnages entre eux. Très mal, à vrai dire. Il y a zéro cohésion et on réalise très bien qu'on est le groupe de bras cassés de la Limbus Company. Vraiment, il n'y a pas une seule fois où nos plans fonctionnent. Mais un autre truc qui est important dans le canto, c'est qu'on va nous introduire une autre branche de notre entreprise, une branche appelée la LCCB. C'est des agents qui arrivent sur le terrain avant nous pour tout nous préparer et pour réussir à notre mission. Vu notre groupe, j'aimerais pas avoir leur taf. Donc là, on a le petit schéma de la Limbus Company, ça avance, on en sait un petit peu plus. Continuer sur le canto 2, outre la dynamique de groupe, le jeu met un peu plus en avant certains des syndicats du crime. En tout cas, les petites succursales. On comprend encore davantage le monde dans lequel on vit, un endroit vraiment pas très fun. Mais surtout, et vous le voyez aux images, Limbus a une ambiance
assez particulière. Je sais que j'ai vendu le truc comme super dark, violent, dangereux et edgy, mais au final de tous les jeux du studio, Limbus Company c'est de loin le plus comique. Ok, il y a des trucs super violents, c'est super triste la plupart du temps, c'est même clairement edgy, et d'un autre côté, vous avez un nombre de gags faramineux. Aparté, avant d'aller sur l'histoire de Rodion, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais tous les Sinners ont donc un nom sur leur arme. Rodion, c'est Rascal, aka le schisme, une rupture entre elle et les autres. Le Canto 2, c'est une très libre interprétation de Crime et Châtiment, on y retrouve des trucs, mais pour autant c'est quand même très différent. L'action se passe dans un casino quand même, hein. Mais on retrouve bien le crime de Rodion qui tue quelqu'un de riche parce que, ben voilà, il y a une extrême pauvreté autour de lui et ça le motive à passer à l'acte. Un crime qui ne restera pas sans conséquences. D'où le titre Crime et Châtiment. Dans Limbus Company, Rodion tue bel et bien la vieille dame. Elle explique que c'est pour sauver les gens de leur pauvreté, et c'est d'ailleurs pour ça que elle et Sonia avaient fondé la Eurodive, un groupe qui voulait redistribuer les richesses. Oui, vous comprenez à quoi ça fait référence. Sauf que, bon, le groupe qui à la base était du genre à agir, le fait de moins en moins et passait son temps à débattre et à voir les possibilités futures, à tel point que Rodion, elle est passée à l'acte et elle a quitté le groupe. Selon elle, son acte c'était le dernier et le seul et unique moyen, la meilleure solution pour agir contre les inégalités. Selon Sonia, en fait, Rodion elle a fait ça pour se sentir spéciale, ce qu'elle n'est pas. Elle voulait se sentir meilleure que les autres, différente. Et de toute façon, la solution de Rodion elle était que temporaire parce que le village se fait massacrer par des membres du Middle qui étaient liés à la personne qu'elle a assassinée. Donc tout le monde est mort, donc ça servait à rien. Le gros souci avec ce Canto c'est qu'il a pas réellement de boss ou de solution. Là où pour Grégor on a des perspectives, Rodion c'est plus dur. Il y a pas de boss de fin, juste une vague d'ennemis parce que on fuit. Tout simplement. Rodion fuit encore ses problèmes, on a eu le rameau d'or, il n'y a pas besoin de plus. La N-Corp semble créer un accord avec Sonia qui nous donne des indications et des infos importantes pour le Canto suivant. Et fin. C'est un Canto en dents de scie qui apporte certaines choses, mais qui, un peu comme Rodion, semble dépassé par tout ce qu'il devait faire. Faisant donc de Rodion le Sinner le moins développé pour l'instant. On peut directement enchaîner sur le Canto 3 qui est la fin de la première saison, le Canto de Sinclair. Et Sinclair est un excellent personnage, gloire à Prime Clair. Si vous ne l'aimez pas, déjà, vous n'êtes pas sain d'esprit, tout simplement, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Mais surtout, le Canto 3, à mes yeux, c'est le premier vraiment bon Canto du jeu. Un Canto qui va introduire beaucoup de points importants pour la suite. Vous savez, Limbus en général, il n'adapte pas la totalité des romans, et j'ai envie de dire logique. Le plus long fait 3000 pages, le plus court fait quelques pages seulement. Donc certains choix sont faits. Mais le Canto 3, c'est particulier parce qu'il adapte un quart du livre d'origine. Même pas. Pour que vous réalisiez un petit peu mieux à quel point Limbus c'est de la libre interprétation, dans Demian, Sinclair a 10 ans et Cromer qui en a 13 le harcèle, l'oblige à voler des petites sommes d'argent, donnant l'impression de Sinclair de choisir une voie qu'il ne pourra plus jamais quitter. Et bon, dans Limbus, déjà Sinclair il a pas 10 ans et on parle pas d'une histoire d'argent seulement là. Le point central de ce Canto, c'est la scission entre Sinclair et sa famille. Une scission liée au transhumanisme. Sinclair, il vit dans un coin qui aime vraiment beaucoup la robotique. La majorité des gens s'améliorent. Ils changent un bras, une jambe, ils ont plus besoin de manger, ils se sentent meilleurs. Il y en a même qui changent leur corps entier pour devenir des robots. Oui, il y en a qui deviennent des robots. Et évidemment, vous avez toujours ce rapport de division et de dualité vis-à-vis de Sinclair et de sa famille. Tout ce qui est lié à Sinclair a toujours une forme de dualité ou de division, ne serait-ce que son image de présentation. Et là où Sinclair faisait des choses qui le poussaient à s'éloigner de sa famille dans le livre, dans le jeu, c'est encore plus marquant parce que sa famille devient robotique, et lui n'a jamais voulu. La N-Corp, je vous l'ai déjà dit, c'est une grosse référence à l'Allemagne des années 30. Mais bon, là, vous avez un petit peu d'inquisition et de chasse aux sorcières en plus. La secte Nagel und Hammer, donc la secte qui va détruire le village entier de Sinclair et littéralement tuer tous les gens qui ont une partie robotique, ne serait-ce qu'un petit doigt, c'est des gens qui viennent de la N-Corp, encore une fois. Dans le livre de Demian, le crime de Sinclair, c'était de voler un petit peu d'argent à ses parents. Dans le jeu, c'est quelque chose de plus anodin, quelque chose qui n'est même pas vraiment un crime ou un délit, juste une promesse brisée. Sinclair devait garder un secret pour briller un petit peu plus auprès de ses camarades de classe, il a pas tenu sa promesse. Et quand Cromer l'apprend, elle commence à faire une bonne grosse pression sur Sinclair. Elle sait très bien qu'il y a des rumeurs et qu'il y a quelque chose de bizarre dans la cave de la maison de Sinclair. Et elle veut voir ce que c'est. Ça peut tout changer. Sachez qu'une des théories, c'est que la maison de Sinclair, elle est construite sur le reste d'un des labos de la Lobotomy Corporation. C'est ce qu'un de mes viewers sur mon Discord m'a rapporté. Parce qu'en fait, la fameuse salle, elle ressemble à celle de la salle de confinement dans le jeu. La bestiole, là-bas, en fait, ça serait potentiellement juste une abnormalité. Là, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à Sinclair en lui-même. Tout autour de lui est lié à l'image de l'oiseau. Le nom de son arme, c'est Vogel, donc oiseau en allemand. Tout autour du Canto et du personnage est lié à une phrase très importante du roman. L'oiseau cherche à se dégager de l'œuf. L'œuf est le monde, celui qui veut naître doit détruire un monde. Le logo de Sinclair dans le jeu, c'est un œuf avec la marque de Cain dessus. C'est là où je commence à parler de trucs qui sont longs et compliqués.
Dans le canto 2, Sonia parlait d'un certain garçon et Sinclair avait cru voir une marque sur le front de Sonia. Cette marque, c'est une marque liée à celle de Cain. La marque de Cain, c'est un truc qui est vraiment central dans Demian. En gros, c'est un truc que certaines personnes et certains humains très particuliers ont. Et Demian, il est capable de l'avoir. Et Sinclair, il a cette marque. C'est juste qu'il s'en rend pas compte. Les Sinners n'ont aucune chance de vaincre Cromer avec leur seule force, donc Demian arrive et oblitère littéralement le boss en disant 7 anneaux Shinemang. Promis, j'ai encore utilisé ce nom. On en parlera plus tard, là j'ai trop de trucs à introduire. Maintenant que vous avez vu Demian, vous savez que c'est une référence au Petit Prince, mais surtout il vient introduire une troisième faction, et ça commence à faire beaucoup. Sa faction, c'est le groupe des souverains des étoiles, pas trop orgueilleux. Si vous vous demandez si ces boucs sont nos alliés ou nos ennemis, je vais vous donner une fois une réponse très claire et précise. On sait pas. Ça, sincèrement, c'est un groupe que j'aime vanner parce qu'ils aiment trop se la jouer énigmatique. Tous les 2 chapitres, t'as Demian qui parle à Dante de trucs incompréhensibles et giga importants pour l'histoire, avant de lui dire de dessiner un mouton, et il disparaît. Et vous aurez jamais rien de plus que ça. Et en réalité, il n'y a pas grand chose à dire à plus sur ce canto, parce que comme j'ai dit, il adapte juste une toute petite partie du livre d'origine. Et en même temps, c'est une bonne idée. Sinclair, c'est de loin un dessineur qui évolue le plus. Et c'est tout le principe du bouquin, c'est de suivre l'évolution de Sinclair. C'est comme si l'Imbus Company, c'était tout le long l'aventure de Sinclair dans Demian. Et de toute façon, vis-à-vis de Sinclair, il y a un truc très important qui va se passer plus tard. Vous arrivez encore à suivre et à tenir ? Désolé, je sais, c'est compliqué et c'est dense, et encore, il y a plein de détails qui passent à la trappe quand je vous parle. Désolé de le dire, j'ai pas encore fini de vous introduire des concepts. Mais on va faire une petite pause parce qu'il faut que je vous parle de ce qui s'appelle les intervallos. Parmi toutes les histoires que vous êtes amenés à faire dans le jeu, il n'y a pas que les cantos. Vous avez aussi des intervallos, et heureusement parce que au rythme de maximum 2 cantos par an qui se finissent en 3-4 jours, ça ferait pas mal de vide et pas mal d'attentes. Donc après la première saison, pour se donner un petit peu plus de temps, Project Moon nous propose les intervallos. Des petites histoires annexes qui mettent en scène les personnages, des sortes de missions moins importantes que celles des rameaux d'or, et si certains intervallos sont très bons, voire au niveau de certains cantos, il y en a d'autres, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils suivent clairement la ligne directrice du canto 2. Ils sont surtout là pour détendre l'atmosphère, c'est notamment le cas du premier intervallo, que j'aime beaucoup quand même, Hell's Kitchen. Blague à part, c'est étonnamment à mes yeux dans les intervallos que les devs ont les meilleures idées de gameplay et font des défis super intéressants, plus que dans les cantos. Des boss plus originaux, des combats avec des systèmes différents, des personnages que vous n'avez pas le droit de jouer dans le jeu d'origine à la base, voire même des mini-jeux complètement différents de ce qu'on a d'habitude. Je sais pas pourquoi ils se donnent à ce point sur les intervallos, ils font des trucs totalement classiques sur les chapitres de base. Donc là, vous avez Hell's Kitchen qui, je vous montre juste quelques images, vous comprenez le délire. D'ailleurs, tant qu'on est dans les menus du jeu, sachez que les chiffres en haut à droite de chaque chapitre, c'est la date. L'Imbus commence en janvier 984, ce qui n'est pas du tout une référence au roman du même nom, hein, vraiment pas du tout. Et ensuite, vous voyez les mois changer, ce qui fait donc que là, on est à 1 an et 2 mois d'aventure environ. Si on reste dans le menu d'ailleurs, dans l'écran théâtre, vous pouvez revoir chaque mission sans avoir à combattre, avoir accès à chaque info de vos unités, et surtout, vous avez les notes de Dante. C'est ni plus ni moins qu'un wiki intégré au jeu. On peut enfin s'intéresser au canto 4, celui de Gisang, qui a une arme avec un nom coréen et je sais pas lire le coréen. Non, j'ai trouvé la traduction, ça veut dire Ayung. C'est le pseudonyme du vrai Gisang, celui dont est inspiré le personnage. C'était son nom d'auteur, de peintre, etc. De toute façon, Gisang, il y a énormément de jeux de mots autour de lui parce que le nom Isang, ça peut être les caractères de bizarre, étrange ou idéal. Ça fait que la chanson du personnage, elle est super bien écrite parce qu'il y a plein de références à ces mots. Et j'ai un somme inconsidérable de pas pouvoir vous mettre les chansons de Millie parce que c'est copyrighté, mais chaque chanson de fin de canto est exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à écouter les chansons de Millie. Ça vous permet de bien comprendre le jeu et elles sont super bien. C'est vraiment des pépites. Le canto d'Isang est à ce jour sans doute une des plus libres interprétations de tous les livres qu'on a pu voir, mais surtout le plus long de tous. Ironique quand on sait que le texte qui lui est associé est le plus court de tous. Je vais vous donner l'information la plus importante vis-à-vis de Gisang. Déjà, c'est sans doute un des signeurs, si ce n'est le signeur le plus impactant et important dans tout l'univers du jeu. Voilà. Gisang, c'est un chercheur et un érudit. Et surtout, Gisang, comment dire, il a créé un truc un peu important. Imaginez Einstein et Marie Curie en même temps. Ouais bah voilà, c'est Gisang. Il est responsable de la technologie du monde miroir. On va faire simple, les mondes miroirs, c'est un multivers, c'est des mondes parallèles. Bah voilà, lui il a trouvé le moyen de communiquer entre ces mondes. À chaque fois que vous débloquez une nouvelle unité dans le jeu, genre, je sais pas, Don Quichotte mousquetaire, bah c'est pas un personnage créé de toute pièce, c'est une Don Quichotte d'un monde parallèle, d'un monde miroir. Et c'est aussi ça qui explique le fonctionnement du donjon miroir dans le jeu. C'est un mode de jeu, mais c'est dans le lore. En fait, quitte à laisser quelques incohérences ou autres soucis dans le narratif, le jeu rend tout canon. Les unités, les zones de farm, le fait de faire revenir les personnages à la vie, tout ça,
Ça existe dans le jeu. Pour en revenir à Yi-Sang, c'est lui qui a créé cette technologie, c'est lui qui fait que tout ça fonctionne et que c'est canon. Donc autant vous dire, le mec qui a réussi à trouver le moyen de communiquer entre mondes parallèles, vous allez pas le laisser se promener comme ça, quoi. C'est assez important. Donc, la Nimbus Company l'a recruté. Yi-Sang, il vient de la S-Corp, qui est un district qui fait de l'agroalimentaire, aka vraiment pas le district qui a besoin de scientifiques. Avec plusieurs de ses amis, dont 2 boss du Kanto 4, 2 mecs de la N-Corp et un mec du groupe de Demian. Quand je vous disais que Yi-Sang il était important, c'était vraiment pas une exagération. Ce beau monde décide de rejoindre la T-Corp qui est bien plus axée sur la technologie, et c'est une très mauvaise idée. La T-Corp, je me répète, mais c'est vraiment, je pense, un des pire district de Project Moon, hein. Vraiment t'as pas envie d'y vivre. C'est un des plus infâmes, un des plus inégalitaires, un des plus injustes, et très sincèrement je pèse mes mots, c'est un enfer. Et en plus le district il est inspiré de l'Angleterre, de la révolution industrielle. Ne serait-ce déjà qu'être inspiré de l'Angleterre, j'ai pas envie d'y vivre quoi. Tout ce beau monde s'installe dans un laboratoire minuscule pour faire de l'expérience en secret. Ils forment un groupe très sympathique, tout le monde est content. Évidemment, ça peut pas durer, déjà il faut de l'argent pour vivre, ensuite la T-Corp interdit les groupes de plusieurs personnes à créer des trucs sans autorisation. Et je pense que vous savez très bien ce qu'un monde ultra-capitaliste va faire de n'importe quelle technologie qui lui tombe entre les mains. C'est la majeure raison qui fait qu'ils aient leur expérience dans leur coin sans les vendre, sans en parler à personne ni rien. Mais bon, avec le temps, les lois qui sont plus dures, le fait qu'il y ait besoin d'argent, il y en a qui commencent à vendre leurs trucs, ils se sont fait traquer. Il y en a qui sont morts pour ça, il y en a qui se sont retrouvés à forcer à travailler pour la T-Corp, il y en a qui sont partis ailleurs, et voilà, c'est vraiment juste, c'est horrible, mais c'est comme ça. Il y a une phrase de Yi-Sang qui, encore à ce jour, est une de mes préférées du jeu, qui décrit vraiment bien la situation et ce qu'il faisait à l'époque. J'étais architecte. Les enfants couraient dans les rues dehors. Un simple ballon les rendait heureux. Une fois qu'ils sont assez vieux pour savoir lire et écrire, ils s'envoyaient dans les usines que j'ai dessinées. Et franchement, c'est ce qui fait que c'est un de mes cantos préférés. J'aime déjà beaucoup juste la thématique des créations scientifiques qui permettent de faire le bien comme le mal. Genre la personne de son groupe qui a créé les clés d'identification pour retrouver les enfants perdus, pour éviter les orphelins et tout, ça a été utilisé comme carte de pointage pour être sûr que tu ne grappilles pas une seule minute dans une usine. Avec le temps, il s'est passé ce qui se passe pour chaque groupe d'amis. Ils se sont éloignés. Et surtout, un de leurs amis les a trahis pour accomplir ses rêves et sauver sa propre peau. Pour autant, même si c'est à la fin de son groupe, pour Yi-Sang, ça s'arrête pas là, puisque Gubo l'enferme. Gubo, il est nul. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est un mec de la N-Corp, il est nul. Tout le monde l'appelle le pauvre, tout le monde l'appelle le mendiant. Et Yi-Sang, une fois là-dedans, il se laisse sombrer. Il a plus rien, il a plus d'aide, il a plus de raison de vivre. Il accepte tout ce qui lui arrive, sans rien faire de plus. On passe outre la référence à Matrix avec les pilules, c'est aussi surtout une référence au livre d'origine, ça. Au bout d'un moment, Yi-Sang se décide à quitter la chambre. Yi-Sang, il a jamais été enfermé, hein. Il pouvait partir quand il voulait, c'est juste que il voulait plus partir, il avait aucun intérêt qui pouvait le pousser à partir. Et juste après, la Nimbus Company le recrute. Début de notre histoire. Une des vraies violences de ce canto, c'est que notre ennemi, il est pas différent de Yi-Sang. Il vit les mêmes angoisses et les mêmes douleurs, et il réalise que tout ce qu'il a fait jusque-là pour son rêve, c'était potentiellement creux et vain. Sa première expérience qui lui avait permis de sauver un simple veau, c'était sa plus belle réussite. Un veau qui, de toute manière, ne l'a pas reconnu. Donc il faut tout recommencer. Je vous ai coupé la première partie du canto parce que je trouve que c'est vraiment plus intéressant que vous la découvriez par vous-même. Je me suis principalement concentré sur Yi-Sang et c'est ce que je vais faire sur chaque canto avec les personnages, me focaliser sur eux. Parce que ça serait quand même dommage que je vous donne absolument tout. On va surtout se contenter des informations importantes. Le canto 4 parle de sujets très durs. On est dans un grand laboratoire, on vous parle de sujets liés à la production, l'éthique vis-à-vis de la consommation animale et l'éthique liée à la médecine en général. On est sur un monde où on peut quasiment tout guérir et ça mène plein de soucis moraux, en plus de creuser encore plus certaines inégalités. Les plus riches se soignent, les plus pauvres souffrent. Comme d'habitude avec ce jeu, quand vous finissez un canto, vous avez limite plus de questions que vous n'avez de réponses. Ok, créer des poulets qui peuvent avoir 15 paires d'ailes, c'est super bien, mais c'est des poulets qui vont se faire charcuter en boucle, qui ressentent même pas la douleur, qui ont même pas conscience d'être en vie, qui peuvent même pas voler librement. Est-ce que c'est vraiment si éthique que ça? Mais d'un autre côté, ça permet de nourrir tout le monde dans la ville. On peut s'intéresser au canto 5, celui d'Ishmael. Et je vais être honnête, c'est un des personnages que j'aime le moins malgré d'excellentes idées lors de son canto. Bref, le nom de son arme c'est Earth, aka le corbillard. Oui, alors je sais c'est assez violent dit comme ça, mais apparemment c'est une référence au livre d'origine. Alors j'ai lu Moby Dick, ça a été un enfer, j'ai pas du tout aimé le bouquin, désolé. Mais en gros, dès le début, on te fait sentir, il y a une prophétie funeste quoi, tu sens que tu vas finir dans le ventre de la baleine, très clairement. Et ce qui aide Ishmael à survivre, c'est le cercueil de Quickhag, donc c'est assez valide en fait d'appeler littéralement son arme cercueil. Le fonctionnement du Grand Lac, qui est l'endroit où se passe le canto, est super intéressant, mais c'est vraiment long et compliqué. Juste, sachez que j'adore ce concept, en fait c'est divisé en plusieurs parties, et chaque partie a un fonctionnement différent d'une autre partie, et ça s'interchange, et en bref, c'est vraiment une navigation très complexe. Juste regardez la carte.
C'est super intéressant, c'est super référencé. Je trouve vraiment que là-dessus, sur ce Kanto, c'est un de ceux où ils étaient le plus imaginatif possible. T'as des monstres Lovecraftiens, t'as des vieilles histoires de marins, t'as les vieux contes et les vieilles légendes des pirates. Enfin, genre, le Kanto 5, c'est une mine d'or de références du genre. Hein. Donc rien que pour ça, à mes yeux, c'est un Kanto qui gagne pas mal de points. Outre ça, c'est un chapitre qui a résonné avec beaucoup de monde et qui a touché pas mal de gens. La raison, elle est simple. Le Kanto, il touche littéralement un truc qui, je pense, concerne un petit peu tout le monde. Le fait de ne pas réussir à avancer dans la vie. Jusqu'à présent, c'était quand même relativement difficile de se reconnaître dans les personnages. Je veux dire, littéralement, Grégor, c'est une arme de guerre. Rodion, elle a quand même tué quelqu'un. Sinclair, il est tout juste majeur et bon, voilà, il a vu sa famille se faire massacrer et devenir des robots, accessoirement, ce qui est quand même assez spécial. Yisang, c'est un chercheur de génie. C'est assez difficile de correctement s'identifier à eux, mais Ishmael, c'est quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale. Elle bossait dans un bureau à la base. Littéralement, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. Elle bossait dans un bureau, ça l'a saoulée parce que ça l'intéressait pas, elle avait pas de passion et juste il fallait payer les factures. À ce moment-là, elle décide donc de partir en mer. Nouveau travail, nouvelle possibilité, une étrange fascination envers sa capitaine qui est complètement ravagée. Enfin bon, si vous connaissez pas l'histoire de Moby Dick, Ahab, c'est quelqu'un qui a perdu sa jambe à cause de Moby Dick et qui compte vraiment se venger à tout prix. Dans le jeu, c'est un peu la même, c'est juste que c'est pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que vous prenez le bouquin, c'est une grosse baleine plus agressive que la normale. Dans le monde de Project Moon, de base, tu croises des bateaux fantômes en mer. C'est normal, qui essaient de te bouffer. Il y a des mains de Cthulhu qui sortent de l'océan pour se poser sur ton bateau et faire venir des ignominies. Donc tu te doutes bien que là, la baleine, c'est pas juste un gros cachalot. C'est plus que ça. On t'explique que dans ce qu'ils appellent le Grand Lac, t'as 5 calamités, dont la Pallid Whale, qui s'amuse à bouffer les trucs, à les recracher pour les corrompre à sa manière. Ça te bouffe une plateforme pétrolière en un coup de croc. Hein. Et surtout, avec ce Kanto, vous voyez l'Indigo Elder qui... voilà, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est le vieil homme et la mer, et c'est Ernest Hemingway à la fois. Et si vous pensez que j'exagère un petit peu, le personnage a déjà tué une des calamités qui s'appelait le Marlin qui perce tout. Dans le vieil homme et la mer, le vieil homme chasse un marlin. Donc voilà, la subtilité 0. Bref, comme d'habitude, je vais vous laisser plutôt profiter et découvrir le Kanto de vous-même. Je vais vous donner des points clés, donc l'introduction de Ricardo. Oui, c'est la première fois qu'on voit le middle en jeu, et clairement, c'est sans doute le pire boss du jeu. Il est juste mal fait, voilà. Rim arrive et fait comme tous les mecs du groupe de Demian, il aura farm, il parle en énigme, et on retrouve une ancienne usine de la Lobotomy Corporation. C'est dire si tout n'est pas lié à Carmen, et si surtout, la Lobotomy Corporation n'était pas absolument partout dans le monde. Et on se fait bouffer par la baleine. Ah, j'ai dit qu'on enchaînait, j'ai pas menti. Et à l'intérieur, on remarque que tout l'équipage d'Ishmael a survécu. Tout le monde est dans le ventre de la baleine. Référence à Pinocchio ou pas, j'en sais rien, mais tout le monde y a survécu. Ahab aussi. Et on peut enfin aborder le sujet principal du Kanto, qui arrive au donjon. Ouais, c'est un peu long. Tout le sujet du Kanto, c'est le cycle du vengeance et de la haine. Ahab veut se venger de la baleine, ce faisant, le personnage sacrifie tout son équipage, fait les choix les plus moralement horribles, violence tout le monde pour assouvir sa soif de vengeance. Et là, Ishmael qu'on suit dans l'imbus, c'est Ishmael, mais après les événements du livre d'origine. Donc après avoir survécu au naufrage du P-Code et après la disparition de l'équipage. Une Ishmael qui donc se met à suivre la même voie qu'Ahab, quelqu'un qui veut se venger et qui pense qu'elle est obligée de tuer la baleine pour aller de l'avant. Sauf qu'une fois dans la dite baleine, tout le monde a survécu et Ahab a survécu. L'objectif change donc, il faut se venger d'Ahab à tout prix. Au fur et à mesure du temps, les survivants de l'équipage se font massacrer par Ahab, qui finit même par les utiliser comme arme. Vraiment quelqu'un de sympa. Je pense que de tous les ennemis qu'on a eu dans le jeu, Ahab, c'est le plus dérangé à peu de choses près, hein. Vraiment de très loin. Son objectif, il est simple, elle veut que Ishmael sombre avec elle. Elle veut l'emmener dans sa chute. Pour elle, les deux, c'est la même personne. Elles ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis, la même folie en fait. Elle veut prouver que Ishmael ne vaut pas mieux qu'elle. Et oui, j'en ai pas parlé, mais en fait ça c'est un écho à l'intervallo précédent. En fait dedans il y a Heathcliff et Ishmael qui se battent, et Heathcliff lui dit: j'ai eu tort d'avoir pensé que tu valais mieux que moi. Qui, on le rappelle, est lui-même rongé par l'envie de se venger. Ishmael est bouffé par cette vengeance, elle s'y raccroche à tout prix parce que c'est la seule chose qu'elle a. Le personnage, il a tout perdu, il sait pas quoi faire de sa vie, il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, et entretenir cette rage et cette colère, c'est pour elle son seul moyen. C'est la seule corde à laquelle elle peut se rattacher. Le combat contre le boss final, c'est un enchaînement où on doit affronter chaque aspect lié à un ancien membre de l'équipage. L'objectif de ce combat, il est très simple, c'est faire comprendre à Ishmael que cette haine, cette vengeance, tout ça,
Ça les a détruits les deux, mais ça a surtout aussi détruit absolument tout le monde autour. Et honnêtement, même si je porte pas spécialement Ishmael dans mon cœur, la fin de son canto reste très belle. C'est un des seuls cantos où on tue pas le boss qu'on affronte, puisque Ishmael décide de laisser la vie sauve à Ahab et de ne pas l'achever. Celle qui devra vivre en ayant perdu toute raison de vivre, c'est Ahab, puisque Ishmael décide enfin de lever son harpon vers le cœur de la baleine et de la tuer une bonne fois pour toutes, se libérant donc enfin et pouvant aller de l'avant. Et sincèrement, même si je sais que le message du canto c'est que la vengeance n'apporte rien, que Ishmael détruit la source de ses problèmes qui est la baleine et non Ahab qui les instrumentalise, Ahab elle est juste bouffée par sa propre haine et donc ça ne sert à rien de vouloir la tuer. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle aurait quand même dû tuer Ahab. Parce que littéralement la N-Corp la recrute après, ce qui va donc en faire un problème encore plus gros par la suite. Je sais pas si les auteurs ont été très malin là-dessus pour le coup. Maintenant, pourquoi j'aime pas Ishmael? Parce que c'est sans doute le perso qui a le moins appris de son canto. Tout le but de ce dernier, c'est de lui montrer qu'une autre voie est possible, d'aller de l'avant, et elle dit elle-même qu'elle va faire des efforts, qu'elle va devenir une meilleure personne. Ce qu'elle fait, à peu près une fois sur 10, elle reste désagréable avec tout le monde, elle se remet pas en question, elle a toujours les mêmes réflexes négatifs, elle est toujours aussi chiante au final. En fait, parfois, on se demande si son canto a vraiment servi à quelque chose. Vraiment bravo, meuf. Ça s'améliore très légèrement avec le temps, mais vu tout le propos du canto et à quel point c'est le personnage qui est censé le plus évoluer après, t'as pas l'impression qu'elle s'en souvient de ce qu'elle a fait. Vraiment, tu te demande. Mais vous inquiétez pas, là on a traité le canto du personnage que j'aime pas. Mais on va pouvoir se concentrer sur le canto de mon personnage préféré de l'œuvre, et de loin, le canto de Heathcliff. Et il y a pas mal de choses à dire, mais avant ça, je vous ébête, il y a 2 intervallos à faire. Là, c'est la première fois, il y en a 2. Vous avez celui de l'escapade de Noël. C'est simple en fait, c'est comme d'habitude, Don Quichotte est l'agent du chaos et Heathcliff est la tête brûlée du groupe. Mais il y a rien de mal qui peut arriver si les deux sont laissés sans surveillance. Bon ça s'est mal passé, canto suivant. Enfin, intervallo suivant. Intervallo sur Kim, la légende de Librairie of Ruina. Non, c'était un flop. Mais au moins il est là, hein. Il reviendra, parce que sur Limbus c'est un flop aussi. Mais il est toujours là, un jour il reviendra, et bon il sert juste à vous parler des monolithes qui est un autre moyen pour faire entrer quelqu'un en distorsion. Vraiment Kim on s'en fout, je suis désolé. Ça servira potentiellement à un moment dans le jeu, je sais pas encore à quoi, mais au moins vous avez l'information, les monolithes ils existent. Et l'intervallo vous introduit aussi la LCCA qui a comme particularité de nous détester. La raison est simple, c'est les gens qui nettoient après nous. Nouvelle branche de la Limbus Company, nouvelle branche qui nous apprécie pas des masses. Voilà, là on met à jour le petit schéma, on comprend un petit peu mieux. Maintenant, on peut parler du canto de Heathcliff. Bon, le nom de son arme, c'est Revenge, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire la traduction. Et autant le dire, ce canto, c'est mon préféré pour de nombreuses raisons. Si je vais faire un classement des personnages du jeu qui évoluent le plus, le top 3 serait le suivant. Sinclair, Heathcliff, et Yi Sang. Heathcliff, à la base, il nous est présenté comme un mec hyper violent, super désagréable et agressif pour rien. Sauf que, évidemment, avec le temps, on s'en rend compte, ce n'est qu'une façade. Le mec super agressif du jeu l'est de moins en moins, et ça indique même que la personne qu'il déteste de plus, au fond, c'est lui-même. Je vous rappelle ce qu'il dit à Ishmael quand ils se battent, il pensait qu'elle valait mieux que lui. Il a pas une grosse estime de lui-même. Je pense que vous le sentez très bien que le chapitre, il va être fun. Heathcliff, c'est un orphelin qui a été adopté par la famille Earnshaw. Il développe une relation très proche. Bon, on va gagner du temps. Heathcliff et Catherine, c'est 2 âmes sœurs. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Voilà, la fille de la famille qui l'a adopté, c'est son âme sœur. Plus clair, plus net, plus précis, plus rapide. Et au risque d'absolument pas vous choquer, évidemment, quand un gamin pauvre d'aucune ascendance noble débarque là-dedans, faut pas rêver, il va pas vivre heureux et on va pas le laisser être avec sa copine tranquille. On va être honnête, tout le monde le déteste, tout le monde le maltraite, tout le monde le considère comme moins qu'un être humain. Début du canto, il revient au manoir, Catherine est morte. Mais ce choix narratif, il débouche sur un truc qui est à mes yeux vraiment très intéressant. À la base, le nom de l'arme d'Heathcliff c'était Revenge parce qu'il voulait se venger du choix de Catherine. Elle a préféré épouser un autre noble et laisser tomber Heathcliff. Donc il est parti du manoir à cause de ça, il revient pour se venger. Dans l'histoire, le roman d'origine, Heathcliff s'enfuit et revient couronné de succès. Mais dans le jeu, comment vous voulez vous venger d'une morte? Et c'est à partir de là que les auteurs vont jouer à fond entre l'œuvre d'origine et le jeu. Le manoir entier, c'est une énigme. Est-ce que Catherine, elle est vraiment morte? Parce qu'elle a l'air d'avoir laissé un message à l'intention d'Heathcliff, il y a l'air d'avoir un truc. Tout mène Heathcliff à se diriger vers la cave et réaliser que Catherine, déjà non seulement elle est en vie, bon bien que dans un état de coma ou de sommeil très étrange, mais surtout, son ennemi, c'est lui-même. C'est même pas une blague ou moi qui me la joue philosophe. Son ennemi, c'est lui-même. C'est le lui d'un monde miroir, Heathcliff Earl King. Et avant de continuer l'histoire, je vais vous donner mon analyse de tout ce qui se passe. Ça tient sur un concept très simple. Le Heathcliff qu'on joue n'est pas celui du roman. Et en fait, je pense ça à cause d'un anachronisme tout particulier. Quand Heathcliff revient au manoir dans le jeu, Cathy, elle est déjà techniquement morte. Mais dans le roman, c'est juste, sa santé se fragilise.
Elle se détériore, elle tombe enceinte, et à son retour, la vengeance d'Heathcliff l'affaiblit tellement qu'elle finit par mourir en couche. Donc il se venge. Et dans le roman, déjà ça détruit Heathcliff, mais surtout il décide de pas s'arrêter là. Et il se venge d'absolument tout le monde. Il se sert de la sœur de Linton, il maltraite l'orphelin de Cathy, il a à sa botte Arton, le fils de Hindley, qui était le mec qui le maltraitait le plus. On tombe sur un personnage qui vraiment veut faire du mal aux autres. Sauf que dans le jeu, encore une fois, Cathy elle est déjà morte, et elle a pas d'enfant. Donc plus de vengeance, c'est plus possible. Et d'histoire, elle se dirige plus vers un deuil difficile. Mais on peut se poser la question, le vrai Heathcliff, l'originel, on en fait quoi? Le vrai Heathcliff, il existe dans le jeu, simplement c'est notre ennemi. C'est Earl King Heathcliff. Et oui, en fait, le Heathcliff originel vient du monde miroir. Dans son flashback, on le voit s'écraser le crâne contre un chêne quand il apprend la mort de Cathy. Et ça, c'est dans le livre. Il se sert d'Isabella Linton pour se venger. C'est dans le livre aussi. Il est hanté par le fantôme du manoir qui n'est autre que Catherine. C'est dans le livre aussi. Des trucs que notre Heathcliff à nous ne fait et ne voit jamais. Le Heathcliff d'origine, dans le jeu, c'est l'image, et c'est ce qu'aurait pu devenir un autre Heathcliff si Dante et les autres Sinners n'avaient pas été là pour révéler la vérité et pour l'aider. Catherine, elle épouse pas Linton parce qu'elle aime pas Heathcliff ou parce que ça la dégraderait d'épouser un pauvre péon. Non, en réalité, elle voulait épouser Linton pour profiter de la situation et aider Heathcliff et le faire monter dans l'échelle sociale. Ce qui était très différent. Déjà, le Earl King, c'est une créature qui amène les gens à leur mort. Il y a aussi le Sleepy Hollow, un cavalier qui chevauche un cheval sans tête, et surtout la Wild Hunt, un groupe de fantômes qui mène une guerre éternelle. Et ça coïncide un petit peu avec la vision du roman qui dit que Heathcliff, c'est littéralement le diable. 3 légendes en un personnage, moi je suis désolé, c'est fort. Et le but du Earl King, c'est de faire disparaître tous les Heathcliff de toutes les réalités. Parce que quoi qu'il arrive, Heathcliff et Catherine mènent toujours l'autre à leur perte. Et lui, il veut un monde où toutes les Catherine sont heureuses. Et d'un autre côté, Catherine veut disparaître parce que, avec ça, Heathcliff sera enfin libre et pourra être heureux. Si on l'oublie totalement, il n'y a plus de problème. Faut se dire que la situation contre Earl King et la Wild Hunt, elle est tellement dramatique que Vergilius, notre guide, le color fixer là, il vient nous aider et utilise même son ego parce que sinon la Wild Hunt, on la passait pas. Mais sachez qu'il y a encore un tout petit truc que je vous ai caché. Il joue sur un double sens. Catherine, dans le livre, elle a une fille. Et parce que je vous ai dit, elle meurt en couche, mais voilà, c'est son orpheline, elle naît. Et son orpheline prend le nom de sa mère. Elle se fait appeler Cathy. Et avec le temps, Cathy tombe amoureuse de Arton, le fils de Hindley, mais qui est très clairement une copie de Heathcliff, puisque Hindley meurt et est un incapable alcoolique, et c'est Heathcliff qui s'occupe du gosse. Le livre, il est exceptionnel pour ça, la relation entre Arton et Heathcliff, elle est super intéressante. Arton, c'est le fils de l'ennemi d'Heathcliff, mais en même temps, Heathcliff le considère plus comme son fils que son propre fils, et Arton considère Heathcliff plus comme son père que son propre père. Et au final, dans le jeu, les auteurs, ils se sont un petit peu foutus de nous, parce que notre Heathcliff, c'est bien le Heathcliff d'origine, mais sa suite, c'est pas celui du roman. La suite, c'est la vie de Arton. On le remarque à ses réactions après le canto. En fait, au début, Heathcliff s'énervait, comme le Heathcliff d'origine. Sauf que après le canto, c'est la même réaction que Arton. Il va se sentir mal, il va aller dans son coin, il va essayer de s'améliorer. C'est littéralement la différence entre les deux. Arton a un meilleur fond que Heathcliff là-dessus. Et surtout, là où les auteurs sont malins, c'est que si vous regardez le logo de Heathcliff, vous voyez les mêmes initiales, H et C. Ça marche pour Heathcliff, Catherine, mais ça marche aussi pour Arton, Cathy. Et pour moi, le plus important, c'est cette image. Les deux tombes, elles sont pas là pour rien. C'est celle de la Catherine originelle et de Linton. Mais dans l'histoire, Heathcliff se fait enterrer dans le même cercueil que Catherine. Donc les deux personnages dans l'histoire, c'est pas eux, c'est Cathy et Arton. Ce fameux monde miroir où on vous les montre heureux, c'est le monde miroir où Heathcliff et Arton, et où Catherine et Cathy. Quand je vous dis que le canto avait un nombre d'idées incroyables là-dessus, je vous ai pas menti. Le canto se termine, Neddy rejoint la N-Corp tout comme Ab l'a fait dans le canto précédent, nos ennemis se renforcent eux aussi, mais surtout à part Heathcliff et Dante, tous ont oublié Catherine. Pour cette raison, Heathcliff change le nom de son arme, Revenge devient Remember. Avant le canto suivant, on a 2 intervallos. Celui du Time Reaper, qui est une grosse référence à Sherlock Holmes où on mène une enquête. Cet intervallo, c'est le fameux intervallo qui développe plus Rodion que son propre canto. Cet intervallo, il sert aussi à mettre en place et à montrer certaines choses, notamment le fait que la T-Corp prend énormément en puissance et que surtout son dirigeant il n'a pas les intentions les plus claires et clean possibles. L'intervallo suivant est en revanche bien plus lié à la suite de l'histoire. Déjà cet intervallo est une référence à la nouvelle L'excursion de Stephen King et aussi au roman Crime dans l'Orient Express de Agatha Christie. L'intérêt principal de cet intervallo c'est qu'il va faire un focus sur Don Quichotte, mais il va faire aussi une énorme erreur narrative. Le criminel s'appelle Cassetti. Cassetti c'est un Bloodfiend. Les Bloodfiends c'est les vampires dans l'univers de Project Moon. Il est aussi ce qu'on appelle un Six Kindred et... Ok, je sais, je vous comprenais pas, je vais vous expliquer. Les Bloodfiends dans Project Moon, ça a une hiérarchie bien particulière. En premier, vous avez l'Elder qu'on pense être l'origine des vampires.
donc des Bloodfiend. Ensuite, vous avez les First Kindred, ce sont les chefs de leur famille. Ces First Kindred peuvent infecter quelqu'un, créant donc les Second Kindred, qui peuvent faire pareil, et ainsi de suite. Cassetti, lui, c'est le 6ème, et autant le dire, avec le temps, le sang perd en pouvoir. On n'a pas les chiffres, mais admettons que d'un Kindred à un autre, on perd 50% du pouvoir. Ça fait que Cassetti, c'est à peu près 3,125% du pouvoir d'origine, donc 3 centièmes. Et sachez que même avec ça, ça lui suffit pour nous déglinguer. Bon, il y a plein de facteurs qui aident Cassetti, hein, mais vous voyez quand même le niveau que ça a un Bloodfiend normalement. La grosseur maintenant, quelle est-elle? La fin de l'intervalle vous spoil un des plus gros twists du canto suivant. Je blague pas, hein, il nous apprend que si Don Quichotte enlève ses chaussures, qui s'appelle Rocinante, sa aile d'origine reprend le dessus, et ce L, c'est la seconde Kindred de la famille de Cassetti, donc la deuxième en pouvoir. Pourquoi ça pose problème? Parce que quand Don Quichotte remet Rocinante, donc ses bottes, elle oublie ce qui se passe. Et la majorité du canto 7, c'est le personnage de Samson, qui est insupportable au possible, qui refait la pièce de théâtre de l'origine et de la vie de Don Quichotte, en insistant bien en permanence sur « Oh là là, on se demande bien ce que Don Quichotte cache ». On sait, on savait déjà. Les autres Kindred combat, c'est des Third et des Second Kindred. Même affaiblis et affamés comme ils sont, j'arrive pas à croire qu'on les flingue aussi facilement in-game. Sincèrement, j'avais du mal à réaliser leur importance dans le récit même. Et Samson du groupe de Demian, il est mais d'un lourd ce personnage. D'un côté, les autres on les voit pas assez, et ils expliquent pas assez, mais de lui on le voit trop et il explique trop. Pour en revenir à Don Quichotte, le nom de son arme c'est Sueno Impossible, le rêve impossible. Et en réalité, le canto tout du long, il est pas fou, jusqu'à ce qu'on arrive au donjon et qu'on nous présente un des meilleurs personnages du jeu. Là, ça fait un revirement à 180 degrés. Le twist de Dawn qui réalise qu'elle est un vampire, c'est foiré, on savait déjà. Par contre, quand elle ouvre la porte de la grande roue, référence au moulin du livre d'origine, t'as compris, elle voit quelqu'un d'empalé. Et cette personne, c'est Don Quichotte. Et oui, parce que notre Don Quichotte, elle a pris l'identité du Don Quichotte d'origine. Puisque la vraie identité de notre Don Quichotte, c'est celle de l'homme de main du vrai Don Quichotte, Sancho. L'histoire qu'on lui a racontée, c'était celle du vrai Don Quichotte, que elle a suivi tout au long de sa vie. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Alonso, le nom original de Don Quichotte. Alonso, c'était un First Kindred qui s'ennuyait sévère. Il a sauvé la vie d'une gamine blasée qui s'appelait Sancho, cette gamine est devenue son Kindred, et bon bah la vie dans le château, les guerres, le classique de la vie de vampire, mais une éternité assez ennuyante. Arrive un jour Barry, le chevalier de la lune bleue, on pense que c'est un des personnages de Library of Ruina d'ailleurs, et Barry réussit à tenir tête à Alonso, un bon moment, ce qui honnêtement, je sais pas si vous avez idée d'à quel point c'est exceptionnel, parce qu'un First Kindred c'est pas juste fort, hein. C'est surpuissant. Mais surtout, Barry lui amène des livres. Barry lui raconte des histoires sur les chevaliers, sur l'aventure, et il y a un rêve qui émerge en Alonso. C'est le moment pour lui d'aller chasser les moulins. Littéralement, de chasser un rêve impossible. Don Quichotte veut vivre parmi les humains, et ne pas les chasser. Alors il part à l'aventure, il va aider les citoyens, il s'amuse, il détruit son château. Son rêve est de plus en plus grandissant. Et Alonso décide de créer un parc d'attractions où tous les vampires s'amusent avec les humains, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un parc d'attractions, et ce parc d'attractions s'appelle la Manchaland. Problème, les vampires doivent se nourrir, et les hémobars, ce qu'ils ont créé pour être des substituts au sang, ça marche pas. Les vampires s'affament de plus en plus et deviennent fous, jusqu'à ce qu'une rébellion éclate, Alonso doit s'incliner, les vampires doivent se nourrir, ses enfants se meurent. Sancho, elle a été sauvée parce que Rocinante avait un sort qui l'a forcée à quitter la Manchaland et à vivre enfin libre. Elle suit Barry, elle se rend à la rivière de l'été, oui, les fameuses rivières sacrées qu'on avait citées au début de la vidéo. Elle en boit le contenu et elle oublie en partie, pour pas dire elle oublie tout. Elle devient Don Quichotte, le seul nom qu'il y avait proche d'elle puisque c'est le nom gravé sur sa chaussure. Alonso, c'est sans doute le boss le plus fort qu'on ait eu à affronter dans le jeu. Pour être honnête, il détruit toute notre équipe sauf Sancho. C'est un vampire qui a pas mangé depuis des siècles, il est empalé à une grande roue, il est épuisé, il se donne même pas à fond, et il est bien plus fort que nous quand même. On n'a strictement aucune chance contre un First Kindred. Sancho qui retrouve ses pouvoirs de seconde Kindred s'oppose à lui une dernière fois, il y a une opposition entre leurs deux rêves et leurs deux idéals. Alonso perd, sa fille a hérité de son rêve et a réussi à vivre parmi les humains. Sancho devient donc définitivement la vraie Don Quichotte. Parce que oui, au final, Don Quichotte, c'est pas un nom, c'est un titre. Le titre de ceux qui poursuivent un rêve impossible. Vous connaissez la chanson, on en revient à un intervallo et celui-ci soulève une incohérence à mes yeux. Il nous donne le classement de puissance des Sinners avant de signer leur contrat avec Dante. Le contrat qu'on a signé avec eux, là, qui les ramène à leur vie, ça fait une moyenne de leur puissance. Mais sincèrement, vu les profils et le classement, il n'y a aucun monde où la moyenne est aussi basse. Le Sinner le plus fort avant le contrat, c'est naturellement Dawn, même si elle avait pas l'identité de Sancho, elle restait surpuissante. Et en fait, Heathcliff qui est déjà plus fort que la normale est vers la fin du classement. Donc moi je suis désolé, si on fait la
moyenne de force des personnages, il y a strictement aucun monde où la moyenne est aussi basse. Enfin bon, ça c'est moi qui suis relou, mais ça me paraît bizarre. On enchaîne vers l'intervalle au suivant, le Nocturnal Sweeping. On arrive chez Ongloo et on nous explique un petit peu comment ça marche chez lui. On en profite aussi pour nous introduire un autre personnage du jeu qui est exceptionnel, Jiatsu aka Kongqiu. Je vais pas tourner autour du pot très longtemps, dans le monde réel, Kongqiu c'est l'identité de Confucius. Ouais voilà, juste ça. Et il va être très important pour le Kanto qui arrive. Le nom de l'arme de Ongloo, c'est Pays illusoire du grand vide. Commencez pas à froncer les sourcils, je vous promets que le nom de l'arme de Ryoshu, c'est le pire. Le Kanto 8, c'est une guerre de succession. Voilà. La famille de Ongloo règne sur Ongyang, aka H-Corp. Pour ainsi dire, ils ont à peu près toujours régné sur la zone, hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Leur fonctionnement, c'est une monarchie avec ses propres codes. Il n'y a pas un héritier direct. Il y a un combat où chaque enfant de chaque branche de la famille doit se fight pour choisir qui c'est un battle royal. Voilà, c'est juste un battle royal. Pour comprendre la sévérité du truc, on est sur une famille où on cache les naissances d'enfants pour éviter que les nouveau-nés se fassent tuer. Oui, parce que sinon ça ferait un candidat en plus. Et on fait en sorte de se débarrasser des gamins rivaux le plus vite possible. Une existence qui est vraiment super cool. Et Ongloo, c'est le seul qui est pas concerné par le problème. Ongloo, depuis qu'il est enfant, il a jamais été visé par ça. Et il y a une raison très simple, il est pas censé participer au tournoi. C'est le seul qui ne doit pas y participer. Les anciens de la famille le refusent. La raison, vous allez la connaître plus tard, mais on peut estimer qu'il est un petit peu gracié là-dessus. Ça vient avec des inconvénients quand même. Ok, de base, il est pas censé participer au tournoi, et pourtant, la Limbus Company a un intérêt certain à l'y pousser. Donc, on participe à la guerre de succession. On en apprend un peu plus sur Ongloo, et déjà, on dirait que dans sa famille, on l'aime pas trop, mais c'est pas le plus important. Dans la Limbus Company, si les Sinners ont commencé à y bosser, il y a eu une bonne raison pour absolument tous. Ils ont signé un contrat. Et le contrat, ça leur promet quelque chose, ça leur promet un souhait. On les connaît pas tous, mais on connaît le contrat de Ongloo. Ongloo, c'est celui du groupe qui a le vœu le plus chiant parce que c'est, je cite, qu'on lui donne quelque chose à vouloir. Ongloo, il veut juste vouloir quelque chose. Ça paraît complètement gaze, mais si on réfléchit, ça fait sens. Ongloo, c'est un personnage qui n'a jamais rien vraiment voulu. Il acceptait ce qu'on lui filait, et surtout on exauçait la moindre de ses demandes. Donc au final, moi je trouve ça assez logique le fait qu'il veuille trouver une voie, qu'il veuille trouver un sens à sa vie, une raison. Surtout quand il a été enfermé dans le palais, quasiment toute sa vie. La Limbus Company, ça lui fait découvrir plein de trucs, et donc c'est une excellente opportunité pour lui, il a pas de raison de pas vouloir la rejoindre. Revenons-en à la guerre de succession. Si je vous ai parlé du vœu de Ongloo, c'est pas pour rien. Quand on est en finale du tournoi de succession, on est face à Kongqiu qui a comme attaque, je cite, question, réponse, je demande à nouveau, réponds-moi Jiabaoyu. C'est le vrai nom de Ongloo, Jiabaoyu. C'est devenu un gros mème dans la communauté, mais ces attaques, elles ont un sens très simple. Comme dit, Ongloo, il fait toujours ce qu'on lui demande. Et pour la première fois, il y a son cousin slash frère aîné qui lui demande « Ok, tu veux quoi ? La nation, elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin de quoi ? Et t'as pas le droit de répondre ce qu'on veut que tu répondes. La réponse, elle doit venir de toi cette fois-ci. » Autant le dire, ça fout une grosse colle au personnage qui finit par trouver une réponse. La gentillesse. La nation a besoin de gentillesse. Maintenant, vous cernez un petit peu mieux le personnage, on va pouvoir parler de son histoire qui est pas fun du tout. Si Ongloo il est dispensé des jeux de pouvoir, c'est à cause de son œil de jade. En réalité, l'œil de jade c'est une caméra intégrée, et ça retransmet tout ce que voit Ongloo en permanence aux anciens de la famille qui sont enfermés et ne peuvent plus sortir. Ongloo c'est un streamer Twitch en 24/24. Voilà. Sauf que il a pas de sub, et surtout, c'est des vieilles momies qui ont décidé que, parce qu'on lui a quand même foutu de force un œil, c'était un nourrisson, hein, on lui a enlevé son œil pour mettre un œil de jade à la place. Mais c'est pas le pire, hein, parce qu'ils veulent des divertissements particuliers quand même. Hein. Je vous ai caché un truc, hein, la branche entière de Kongqiu, donc Confucius, elle s'est fait massacrer en son absence. Pourquoi ? Elle avait trop de pouvoir, jeu politique encore une fois. Et l'idée de la matriarche, donc de la dirigeante de l'époque, elle est super cool. Hein. On va chercher les bestioles des outskirts, vous savez là, le tabou majeur, hein, ouais, on va le briser. On les implémente dans le corps des futures victimes, et comme il y a des trucs des outskirts, et ils vont massacrer ces gens. Là, il y a les arbitres qui vont venir, ils vont tuer tout le monde. Ils vont bouffer les cadavres, les exploser et tout. Ça va être un divertissement de fou furieux. Oui, je sais, on est complètement là. Hein, on est à fond là-dedans. Hein. Et donc, pourquoi les anciens voient ça ? On force Ongloo à tout regarder. Oui, on l'a forcé à regarder tout ça. Toute l'horreur du truc, juste pour que les vieux se divertissent. Ongloo, il avait genre 8 ans à l'époque. Hein. La famille, elle est exceptionnelle. Réponse, Ongloo, maintenant, il sourit tout le temps. Hein, ça a bloqué, ça a flingué toutes les émotions en lui. Comment se termine le Kanto ? On y arrive, mais c'est le moment d'enfin vous parler d'un truc dont j'ai promis de vous parler, le Shin et le Mang. Ces petits anneaux là, c'est un système de pouvoir qui vient après la destruction de la librairie dans Library of Quina. Estimez que chaque anneau augmente, on va dire au hasard, allez, ça décuple la force de votre coup. Si t'en fais 5 comme Jiatsu,
et que tu fais doucement glisser ton bâton le long du crâne d'un mec, ça explose comme une pastèque. Et j'aime pas ce système de pouvoir. En fait, c'est un peu l'effet du haki dans One Piece. C'est rajouté d'un coup dans le lore, et bah, ça invisibilise un petit peu le pouvoir de base. On avait un système avec les ego gears, on avait les égos efflorescents, et c'était super bien. C'était personnalisable, c'était lié à la personne, et on avait des rendus incroyables. Et là, on a 2 anneaux autour d'une arme. Sincèrement, vous préférez quoi entre Vergilius, Ego Spartacus référence et 3 bagels autour de son arme? Bah, moi, le choix, il est vite fait. Hein. Bon, c'est la fin du Kanto, et je vous présente les ancêtres de Onglu. Voilà, les immortels, là. C'est cool, l'immortalité, hein. Ouais, je sais. Je pense que vous avez tilté que le principe du Kanto, c'est vous prouver que la recherche de l'éternité, c'est pas la meilleure idée. La vie, elle est éphémère, et c'est la plus belle chose possible. Parce que l'éternité, ça va faire de toi un monstre, autant psychologiquement que physiquement. Donc, autant faire sa vie comme on veut, même si ça dure pas longtemps. Et le Kanto se termine par Onglu qui donne un bain à ses grands-parents. Bah, c'est ça, hein, littéralement, il les noie. Hein. Allez, maintenant, dernier intervallo et Kanto 9. Pour faire simple, on est sur Princess Maker. On va entraîner Sinclair et Tishun, la petite sœur d'Onglu devenue dirigeante par concours de circonstances. Oui, j'ai omis de vous la préciser, mais on l'a voyé depuis le Kanto 7, elle. On les entraîne à devenir plus forts, plus capables. C'est un jeu de gestion assez cool qui renforce un peu les liens entre personnages, montre leur évolution, explique à quel point on commence à avoir un petit peu plus d'impact dans le monde. On a quand même foutu quelqu'un à la tête d'un état. Hein. Et après, on a eu un vide de quasiment 6 mois, sans contenu avant le Kanto 9. Mais vous inquiétez pas. À l'heure où j'écris ce texte, le Kanto 9 est fini. Le Kanto de Ryoshu, y a des trucs. Le siège de la Nimbus Company se fait raid par la Maison de l'Araignée. La Maison de l'Araignée, c'est là d'où vient Ryoshu. 5 gradés des 5 syndicats du crime ont eu une mission, créer la lame ultime. Cette lame, c'est Ryoshu. Le Kanto 9, qu'on appelle aussi communément les traumatismes à peine déguisés et cachés par l'auteur, genre vraiment, ce mec a vraiment pas eu... Le scénariste de Project Moon et leur PDG, il a pas eu une vie très fun. Hein. Mais surtout, ce Kanto, il est un peu en dents de scie sur certains points. D'un côté, ça fait vraiment évoluer certains personnages d'une très belle manière, et de l'autre, il y a des ratés, quoi. Hein. Outis est un brillant chef militaire, Ishmael devient nettement plus sympa, Onglu s'affirme enfin, Isleaf ne supporte pas de voir les autres être abaissés, Don parle de relations père-fille, Sinclair on va y arriver très vite, Gregor aussi. Mais le Kanto, il a un démarrage compliqué. Hein. Quand on nous présente les Nurse Father, là, les membres du syndicat du crime qui s'occupaient de Ryoshu, on nous dit qu'ils sont surpuissants, et c'est pas un mensonge. On a besoin d'aide pour les vaincre, donc on réintroduit Moses et Ezra de Detective Distortion. Oui, c'est pour ça que je vous avais parlé de Detective Distortion. Mais surtout, on fait revenir Vespa du même roman, qui est devenu Color Fixer. Rien que ça. La première partie, elle vient avec des problèmes. Il y a des gros manques de subtilité dans les dialogues de Meursault. T'entends des gros « Mon Kanto, c'est le prochain » à chaque fois qu'il parle. Les combats sont abominables jusqu'à la partie 3, et le boss de fin, c'est le pire boss de fin du jeu. En plus de ça, on reconnaît pas assez Ryoshu dans le Kanto, il sonne même limite impersonnel puisqu'il développe plus le monde que le personnage en lui-même. Et même avec ça, chaque passage sur Ryoshu, il me touchait. La manière dont elle parle de sa fille, l'horreur qu'elle a vécue avec ses parents, les trucs qu'ils lui ont dit, qu'ils lui ont fait, et à quel point elle voulait que sa fille puisse avoir une vie normale et heureuse, ça a résonné en moi. C'est pas grand chose, mais la simple phrase de la mère de Ryoshu qui la déteste, ne devient jamais comme moi, et qui lui ajoute « Tu peux faire ce que tu veux, nous sommes mère et fille, ce lien restera à jamais », c'est super violent, encore plus quand tu sais ce qu'elle a vécu, Ryoshu. Et c'est pas que Ryoshu dans le Kanto, ce Kanto, c'est vraiment Traumaland. Grégor, il sape des flashbacks de la guerre, Sinclair, il réalise à quel point il est impuissant et on ne peut rien faire en situation critique, tout le monde est à cran. D'ailleurs, l'arme de Ryoshu, elle a un nom japonais qui traduit donne « se perdre dans des pleurs agonisants et incohérents ». Et littéralement, quand on sait qu'à chaque fois qu'elle dégaine sa lame, elle perd une partie de sa mémoire et de sa confiance, mais que la douleur reste... Le nom, il est bien choisi. Chaque Nurse Father incarne un mauvais aspect des relations parents-enfants. L'index est trop détaché, le middle gâte beaucoup trop ses enfants, le thumb est une violente alcoolique, le ring est un pervers qui ne pense qu'à lui, et le pinky, elle est littéralement jalouse de sa propre fille, elle la déteste. Même si le Kanto manque d'identité, tout l'aspect de Ryoshu qui craque de son désespoir à vouloir retrouver sa fille sans réaliser que la réponse était sous ses yeux depuis le début, c'est vraiment prenant. Mais comme dit, malheureusement, c'est pas assez concentré sur le personnage. Les autres introductions du Kanto, Grégor voit sa métamorphose prendre le dessus, il se retrouve même plus fort que Vergilius, et surtout, Prime Clair. Sa marque s'éveille et invoque un Sinclair qui vient du futur. Pas les mondes miroirs, le futur. Ça nous donne un Sinclair surpuissant. Là, on est niveau 60 dans le jeu, lui, il est niveau 80. Et c'est pas une blague, on a vraiment les niveaux comme ça. Il bat en solo un Nurse Father. Et il a 2 anneaux Shin Nemang. Le mec, il est trop fort. Et en plus, il a même pas l'air tant fatigué que ça. Et il nous drop une info de fou. Il y a une deuxième Smoke War. Dans son monde, on est sur une deuxième Smoke War. Ouais, le mec drop une bombe, il vous dit « J'aurais jamais pensé ajouter le terme première avant Smoke War. Bienvenue dans un parallèle avec notre monde et la Seconde Guerre mondiale. Let's go, on n'a pas plus d'infos, débrouillez-vous maintenant. » Et là, à part du tease pour la suite
suite, notamment un retour à la N-Corp, peu étonnant puisque ça va être le canto de Meursault qui a travaillé là-bas, bah on est à jour. On est à jour et je suis même pas allé en détail, hein. Le jeu a plein de petits trucs cool, des détails fous. Chaque Sinner, peu importe son identité dans le monde miroir, garde quelque chose propre à lui. Grégor a Pablo, un petit cafard, Heathcliff garde sa bague, Meursault sa boucle de ceinture, tous, sauf Faust, ont un truc. Mais en même temps, Faust, ben, elle peut discuter naturellement avec ses autres identités, donc c'est peu étonnant. On est en permanence sur des petits détails. La montre de Outis, si vous lisez dessus, ben, y a un texte qui traduit, veut dire « j'ai ma famille ». Ils avaient les leurs. Parce que oui, Outis, elle a participé à la Smoke War et ça a l'air d'être un sacré criminel de guerre. On a même l'impression, une de théories, c'est que le fameux cheval de Troie, il cramait, il y avait des gens dedans. Sympa. J'ai une relation spéciale avec Limbus. Le jeu a plein de problèmes, le jeu est bourré de défauts, il y a même des points où il est juste mauvais. J'aime pas les gachas et celui de Limbus est un enfer. Player friendly mais mal géré. Les boss ont plein de bugs H24, l'univers est tendu à de grosses incohérences, les combats sont frustrants et injustes. En tout cas depuis l'introduction de ce qui s'appelle les Unbreakable. En bref, t'as tout pour détester le jeu. Mais en toute honnêteté, même en sachant tout ça, c'est je pense un des jeux, une des œuvres qui m'a le plus marqué et touché. Même malgré tout, hein, vous le voyez sur Twitter, H24, je passe mon temps à m'en plaindre, à râler, à pas être d'accord avec les choix, et pourtant, bah j'adore cet univers. Ça fait qu'1 an que je suis sur le jeu, et pourtant, les personnages, leurs histoires, leurs relations, tout me touche. J'adore détester certains personnages, me plaindre de leur développement, et pourtant je peux pas m'empêcher de quand même les apprécier parce que c'est des petits trucs tout cassés qui font de leur mieux. Des êtres qui ont souffert 1000 enfers, des êtres qui essaient quand même de s'améliorer et qui petit à petit y arrivent. On se doute, on le sait, c'est tease, hein, la Limbus Company elle va causer un désastre majeur dans la cité, et pourtant j'ai quand même envie de voir, j'ai quand même envie de savoir, je veux connaître leurs histoires, même les plus horribles et les plus moralement détestables. Même malgré tout ça, bah les Sinners, il y a un moment où tu les trouves appréciables. J'ai reconnu certaines des pires parties de moi-même à travers les personnages. J'ai versé des larmes devant des simples phrases, j'ai senti mon cœur se serrer à d'autres, j'ai eu des sursauts de joie devant certaines scènes, d'autres m'ont fait sourire comme un idiot devant mon écran. J'ai toujours eu envie d'applaudir devant les fins de canto, hein, même quand je les aimais pas. À chaque nouvelle partie, j'ai l'impression de ressortir la suite d'un livre que j'adore, donc je lis les livres liés aux personnages, je fais les liens, je cherche les points communs, j'essaie d'en savoir plus, de mieux comprendre. Et à chaque fois, je réalise une fois de plus qu'une histoire, ça a que pour but d'être lu. Une passion, ça n'a que pour but d'être partagé. Quand on aime, on veut parler des choses. Quand on se reconnaît dans un personnage, on veut le défendre corps et âme, quand bien même c'est une âme damnée au fin fond des enfers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de me suivre et de m'écouter parler de ces histoires, de me lire quand je les écris, et plus encore, merci de partager ces passions avec moi. Alors continuez, découvrez, lisez, regardez, riez, pleurez même. N'ayez pas peur de ce qu'une œuvre peut vous faire ressentir. Tout ça, c'est une partie de vous. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.